ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. Il a également été directeur du guichet diaspora au ministère des Affaires étrangères. C'était entre 2021 et 2023. Aujourd'hui, il est simplement consultant, il est analyste politique également et surtout, il a une vision du continent africain et de son intégration que nous allons partager tout de suite avec comme sujet de débat le Maroc. L'idée ici, c'est de montrer très concrètement comment le Maroc et le Togo sont complémentaires sur ce terrain de la coopération sud-sud. En fait, si vous permettez, mon cher Magloire, je vais d'abord préciser en quoi le Maroc est vraiment un pays à part en matière de coopération sud-sud. D'abord, il faut dire que le Maroc est une référence en matière de coopération internationale. Le Maroc a toujours été un des leaders du Sud global dont on parle en question. Mais ça va plus loin, parce que le Maroc a été d'abord un grand artisan du parti panafricanisme africain. Le vrai panafricanisme, au sens, je dirais, essentiel du terme, vient du Maroc qui a avec soutenu, le roi Mohamed V. Exactement, qui a soutenu les mouvements d'indépendance et qui continue aujourd'hui d'être un des pionniers du soutien à la solidarité, à la souveraineté des peuples et à faire en sorte que chaque pays puisse se développer avec ses propres règles, avec ses propres exigences. La coopération entre le Togo et le Maroc, qu'il ne s'agisse pas que de mots, que cela ait un contenu concret, que cela ait une manifestation concrète pour les populations et pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. En fait, il faut partir de ce qui se fait concrètement aujourd'hui avec les acteurs marocains au Togo. Le domaine où le Maroc est le plus actif, c'est principalement le domaine financier, au niveau des banques, au niveau de l'inclusion financière, au niveau de l'accès au financement, au niveau même de l'éducation financière. Le Maroc contribue véritablement à changer même le mindset de la manière d'approcher la finance sur le continent et particulièrement au Togo. Ça se voit avec ce qu'ils ont lancé comme campagne importante pour aider les PME à accéder au financement. Il y a eu un programme au départ qui était de 1 milliard, qui a été augmenté et qui aujourd'hui tourne autour de 5 milliards, d'après les derniers chiffres que j'ai, qui a été porté par la BOA pour vraiment démontrer la volonté du Maroc d'aider à faciliter l'accès au financement, qui est une des clés du développement des PME, sachant que les PME sont les principaux artisans du développement économique du continent. 80% ou 90% même du tissu économique en Afrique est fait des PME et des TPE. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet... Petites et moyennes entreprises, TPME, très petites entreprises. Et le Maroc tient à ce que ces financements aillent vraiment vers le besoin de ces petites structures qui sont les plus vivants artisans du développement du continent. Ça, c'est une particularité. Le deuxième aspect que je voulais relever, c'est que ça concerne l'éducation. Il faut se rendre compte du caractère massif de ce que fait le Maroc. Le Maroc a formé ces dernières années 25 000 jeunes. 25 000 jeunes formés venant d'une trentaine de pays en Afrique. Donc c'est important. Le Togo participe de ce contingent de 25 000 jeunes qui a été formé sur le continent. Et c'est très important de souligner le fait que ces jeunes reviennent très qualifiés. Il y en a même qui, depuis le Maroc, partent en Occident et dans d'autres pays pour aller continuer leurs études. Donc c'est vraiment une plateforme importante qui est une alternative intéressante au fait de dépenser des sommes faramineuses pour envoyer nos enfants et nos populations, nos jeunes étudiants vers l'Occident où ils sont de moins acceptés d'ailleurs. Donc c'est très important de souligner cet aspect panafricain de ce que fait le Maroc en matière de formation des compétences. Et l'intérêt aussi de ce qui se fait entre le Maroc et le Togo tient aussi au fait qu'on a ciblé les choses sur des domaines bien précis. Et je citerai l'exemple de l'agriculture, où non seulement il y a une assistance qui est portée pour former les agriculteurs, pour former les coopératives et vraiment les acteurs qui vont aider à mettre en œuvre le programme des agropoles au Togo, parce que le Maroc est reconnu comme un pays de grande rigueur en matière de conception et de réalisation de projets, des projets de toute taille. Qui est celui de la crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À un certain moment, on a eu l'impression que les pays africains étaient incapables de produire à la fois le blé et d'autres céréales, et qu'à côté de ça, même au niveau des engrais, qu'on était incapable de le faire. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une augmentation de la coopération entre le Maroc et le Togo, voire entre les pays africains avec le Maroc, pour mieux intensifier l'approvisionnement en intrants et notamment en engrais? Voilà, il y a eu cette action diplomatique intense qui a été portée. Mais derrière ça, tout de suite, tout ce qui est coopération bilatérale s'est mis en branle. Et les pays qui étaient les mieux formés dans la manière de négocier en matière de crise,
comme les crises qu'il peut y avoir sur les produits pétroliers ou sur les produits agricoles, c'est le Maroc qui fait partie des pays qui ont le mieux donné des directives, des conseils, des orientations pour que cette crise-là ne pèse pas trop sur les prix en Afrique où on avait déjà des problèmes de vie chère. Donc le Maroc a là encore joué son rôle d'exemple de solidarité, de modèle de solidarité en ce qui concerne cette crise des céréales. Il faut prendre un peu plus de recul et c'est là où se voit la puissance du modèle de coopération du Maroc. Le Maroc a déjà une approche qui permet de répondre, de réagir à ces aléas climatiques ou des crises internationales. Parce que le Maroc est un pays vraiment au rang des plus développés aujourd'hui. Donc on a là une référence sur laquelle on peut s'appuyer pour se projeter dans le temps. Et les choses se mettent en place. Vous verrez que le Maroc est souvent très actif dans les réunions internationales qui portent sur des thématiques concernant le continent. C'est d'ailleurs considéré comme un des pays les plus puissants en matière diplomatique, ne serait-ce que par rapport à ses références historiques. Donc c'est un grand royaume très ancien qui a donc capitalisé beaucoup d'expériences sur lesquelles il peut appuyer sa légitimité à aborder certains sujets du monde. Donc l'Afrique profite de cette expérience, en matière d'expérience, en matière de capacité à réagir aux crises, de résilience même par rapport aux crises. Donc c'est très important pour nous de se dire que sur notre continent, nous avons un pays comme ça, pivot même du développement aujourd'hui au niveau international, puisque 42% des investissements étrangers qui quittent le Maroc viennent en Afrique. Donc près de la moitié des investissements faits par le Maroc dans le monde viennent en Afrique. Donc c'est vraiment un pays qui est déjà dans le rôle du panafricaniste de source, qui veut vraiment assurer son rôle, sa mission spécifique, son sacerdoce en tant que leader et pionnier dans la question de la solidarité et de l'intérêt commun et de l'attention apportée pour la souveraineté agricole, la souveraineté économique dans nos pays. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission sur la coopération multilatérale, cette fois du Maroc avec les autres pays africains, puisque le Maroc, au-delà du fait qu'il appartient à la Méditerranée et qu'il appartient à la partie septentrionale du continent africain, est un grand acteur également de la coopération internationale. Marquons une petite pause et retrouvons-nous dans quelques secondes pour la suite de l'émission. La relation du Royaume du Maroc avec le reste du continent africain, on n'a pas besoin de la démontrer. C'est une relation d'abord géographique, c'est une relation historique. Le Maroc, c'est un pays africain. Le Maroc, c'est le voisin des pays africains. Le Maroc, c'est le pays qui a contribué grandement dans le cadre de la lutte pour les indépendances des pays africains à travers l'histoire. Le Maroc, c'est la présence culturelle en Afrique. Le Maroc, c'est un pays qui partage beaucoup de choses avec le reste du continent. Il ne faut pas oublier que le Maroc était parmi les premiers pays qui ont été fervents défenseurs des causes africaines et les premiers pays qui ont porté haut le panafricanisme. Je tiens à rappeler ici la réunion du groupe de Casablanca en 1960. C'est la réunion qui a pu donner lieu 2 ans après, c'est-à-dire en 1962, à la création de la défunte organisation de l'unité africaine qui était remplacée par l'actuelle Union africaine. Nous allons parler du Maroc, du royaume chérifien. Le Maroc a à un certain moment quitté l'Union africaine pour des raisons géostratégiques sur lesquelles nous reviendrons plus tard, et c'est justement sous Mohamed VI, c'est-à-dire il y a eu la période Mohamed V qui est l'un des pères fondateurs de l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine. Il y a eu ce retour au sein de l'Union africaine avec Mohamed VI, comme s'il y avait une parenthèse ouverte puis fermée. Je commence là-dessus pour revenir sur le fait que même si le Maroc n'a pas toujours fait partie de l'Union africaine, il en reste quand même un des membres fondateurs. Et son retour a été un moment important également en matière de diplomatie et d'intégration africaine. Parce que quand on regarde l'Union européenne avec le Brexit qui a vu le Royaume-Uni partir, ça fait quand même plaisir de constater que sur le continent africain, l'intégration reste quelque chose d'important et que le retour du Maroc au niveau de la scène diplomatique africaine est également quelque chose d'important. Je ne sais pas quelle est votre lecture de ce mouvement qu'il y a eu concernant le Maroc. En fait, je parlerai plutôt de tout ce que ça a apporté de solide pour la diplomatie africaine, le retour du Maroc sur la scène africaine que le Maroc n'a jamais vraiment quitté, puisque même sans être dans les instances continentales, le Maroc continuait à exercer une certaine influence, parce que c'est un pays qui compte de par son existence même, diplomatiquement. Mais ce retour a eu cet intérêt que ça a permis vraiment de polariser les choses sur les questions essentielles du développement du continent. C'est avec le retour du Maroc qu'on a lancé les programmes qui ont l'agenda 2063, tous ces programmes-là
ont été la marque du retour du Maroc sur la scène. Agenda 2063 qui porte sur le centenaire de l'OUA qui est aujourd'hui devenu l'Union africaine. Exactement. Ça a permis aussi d'ouvrir le débat de manière directe avec les pays partenaires sur la question de la migration, parce que la migration était un sujet qui vraiment polluait les discussions, les échanges et même les relations diplomatiques avec nos pays africains, avec l'Europe. C'est le Maroc qui a été le fer de lance d'un certain apaisement de ces relations, parce que le Maroc a une expérience avérée, très confirmée en matière de migration. Ça a permis même de changer le discours même, le narratif même sur la migration, qui avait un préjugé un peu négatif, alors que c'est la migration qui a beaucoup porté à l'Occident. Tout le monde sait aujourd'hui que sans la migration, un certain nombre de choses n'auraient pas pu se faire en Occident tel que ça a été fait. Et j'en dirai pas plus. Tout le monde sait de quoi je parle. Et au-delà de ça, le Maroc a pris l'initiative dans plusieurs domaines concernant la migration, notamment pour ce qui est des transferts financiers. Moi-même, j'ai participé à une conférence il y a quelques années sur les transferts de fonds, où on a pris le soin de travailler sur les vraies solutions qui réduiraient les coûts de transfert qui apparaissaient en fait comme un impôt que les gens payaient sur les transferts financiers. Ces genre d'initiative vient du Maroc, qui a toujours été un pays en pointe pour démontrer le fait que la migration, c'est une chance partagée et non pas quelque chose qu'il faut voir forcément négativement. Voilà un exemple de choses que je peux donner sur ce que le Maroc a apporté avec son retour sur la scène diplomatique sur le continent. Mais je ne terminerai pas cette émission sans revenir sur la question très particulière de la coopération sud-sud et de la vision du Maroc en la matière. Non pas seulement la vision, mais le contenu que le Maroc met dans cette coopération sud-sud. Quelle est-elle? En fait, quand on observe bien ce qui se passe sur le continent depuis un certain nombre d'années, depuis les 25 ans où Sa Majesté le roi Mohamed VI est arrivé, c'est qu'il a défini une vision. C'est vraiment lui qui a fait un déclic en termes de vision en disant: notre action à l'extérieur, notre diplomatie économique à l'extérieur va être orientée d'abord vers l'économie, le développement, tout ce qui est capital humain. C'est lui qui a annoncé ce cap-là pour le pays. Et après, il a mis les moyens. Il a fait en sorte que la BMCE et d'autres structures orientées vers l'extérieur puissent aller prendre des initiatives, y compris prendre des parts dans les banques, pour pouvoir vraiment matérialiser cette volonté d'intégration par l'économie et de coopération par l'économie. C'est aussi ça qui me permet de dire que le Maroc est probablement le pays qui a le plus avancé en matière de panafricanisme financier et économique, et qui vraiment produit un modèle. Et ce n'est pas par hasard le fait que le Royaume du Maroc ait choisi les banques, les assurances, les services et l'industrie comme fer de lance de leur coopération sud-sud. C'est parce qu'ils savent, que d'abord ce sont les éléments, les structures dans l'économie qui portent le développement, qui poussent le développement, qui fédèrent vraiment les projets. Et en plus, ils savent qu'une fois que les projets commencent à se déployer, il faut de l'expertise pour les accompagner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants marocains qui viennent travailler dans la région, notamment dans la zone Afrique francophone. Et puis le dernier volet concernant l'industrialisation, vous retrouverez aussi beaucoup d'entreprises marocaines, ils sont vraiment pionniers en matière d'agroalimentaire, d'agriculture. Enfin, rendez-vous compte que le Maroc travaille sur ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau. C'est des choses qui n'ont jamais été imaginées nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment un pays pionnier qui invente des véhicules propres également. Exactement, de l'hydrogène, de l'éolien, de l'automobile, où ils ont réussi à capter le marché, à être capable d'exporter 700 000 véhicules actuellement, et ils projettent d'aller jusqu'à 2 millions de véhicules à terme. Mais c'est pas que ça, même l'aéronautique, ils n'ont pas seulement une plateforme aéroportuaire qui est un des meilleurs en Afrique, voire dans le monde. Ils ont aussi investi massivement dans l'intelligence de l'aéronautique, et ils ont capté une partie du marché international de l'aéronautique, et qui fait d'eux une puissance aéronautique aujourd'hui, et peut-être même un jour une puissance au niveau de l'espace et de l'aérien. On a beaucoup critiqué les initiatives d'intégration africaine, comme le Népal par exemple, en estimant que c'était beaucoup de bavardage et très peu de réalisations concrètes sur le terrain. Il y a un nouveau concept qui a été lancé, c'est celui de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf. Comment est-ce que le continent, et notamment à travers des pays comme le Maroc ou d'autres, peut aujourd'hui transformer cet outil en élément, en clé de développement du continent pour les prochaines années? Est-ce que le Maroc pourrait aujourd'hui être considéré comme un des acteurs principaux de la mise en œuvre de la ZLECAf? En fait, le Maroc faisait de la ZLECAf avant la ZLECAf. Je vais m'expliquer là-dessus. Qu'est-ce que font la plupart des banques
et la plupart des assurances et d'autres structures marocaines dans les pays où ils sont installés en Afrique de l'Ouest. C'est de veiller à faciliter les échanges entre les pays, parce que souvent ce sont des banques qui sont installées dans plusieurs pays, et la meilleure façon de faciliter les échanges, c'est de passer par les banques qui sont déjà liées et qui permettent de fluidifier les transferts qui peuvent se faire. Ça, c'était faire de la ZLECAf avant la ZLECAf. Et après, il y a l'expérience du Maroc, des banques et de la finance marocaine en matière d'instruments financiers. Parce que le commerce international, c'est un commerce qui se développe aussi grâce aux instruments financiers. Et le Maroc a une expertise reconnue dans le monde dans ce domaine. Et le fait de passer par les banques marocaines pour aussi être capable de monter des outils, des instruments capables d'augmenter la taille des marchés que l'on pourrait gérer au niveau panafricain, c'est aussi une contribution que le Maroc apporte déjà avec ces banques qui sont présentes un peu partout en Afrique francophone, pour l'exemple que moi je connais bien. Et surtout, au-delà de ça, ils aident aussi, y compris pour faire en sorte que certains comptoirs soient ouverts. Figurez-vous qu'au Togo, ici, avec l'appui de son Excellence l'ambassadeur, il y a eu un forum qui a été organisé, qui a permis à une banque marocaine de faire venir tous ses clients investisseurs dans le monde entier pour venir regarder les opportunités d'investissement au Togo. Ça, c'est de la ZLECAf qui se fait sur le terrain, dans le concret, dans le réel et dans l'intérêt partagé des autres pays. Donc c'est pour ça que je dis, le Maroc faisait de la ZLECAf avant la ZLECAf. Vous pourriez en parler des heures, on sent que vous êtes dans votre élément. Hein. Parce que vraiment, le Maroc me paraît être un des pays qui a pris la trajectoire dont il faut parler le plus. Je considère même qu'on doit éditer dans les manuels scolaires sur le continent des choses qui parlent de l'exemple marocain, qui expliquent comment un pays africain, par ses propres moyens, par ses propres atouts, a conçu son développement, l'a mis en œuvre et maintenant exporte cette façon de se développer en ne comptant que sur soi et en ne misant que sur ses populations propres. Le développement endogène, comme dirait quelqu'un. Le vrai développement endogène au sens panafricain du terme. Merci beaucoup, M. Safiou Ladji. Je rappelle que vous êtes expert comptable, économiste. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je voudrais préciser pour finir que une des raisons pour laquelle je suis très attiré par le modèle marocain, c'est parce que c'est un modèle qui s'impose sans faire trop de vagues, sans faire trop de bruit. Et c'est quand on s'approche un peu de ce que fait le Maroc qu'on se rend compte de la puissance qu'il y a derrière, du travail qui est derrière les Marocains. Il se trouve dans ma pratique en tant que consultant international que je travaille beaucoup avec des Marocains. Et ce que vous remarquez tout de suite quand vous travaillez avec les Marocains, c'est leur fierté, la fierté d'être Marocain, que je souhaite au niveau de chaque pays, que chaque pays soit fier de son appartenance à une nation. Et puis aussi le fait qu'ils savent que leur pays est vraiment capable de tout, a une capacité à tout faire, à affronter les problèmes, à assumer les difficultés, à faire en sorte qu'à chaque fois, ils puissent se relever. Et ça, on le doit à leur roi auquel je dois vraiment rendre hommage comme étant vraiment un homme de vision, un homme distingué pour le continent. Merci encore une fois. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk.